ethnie et ethnocentrisme. Ethnie, dans l'usage scientifique courant, le terme ethnie désigne un ensemble linguistique, culturel et territorial d'une certaine taille. Le terme de tribu étant généralement réservé à des groupes de plus faible dimension. Dérivé du grec ethnos, néo-latinisé, puis francisé et anglicisé, l'expression ethnie, comme celle de tribu, reste longtemps d'usage exclusivement ecclésiastique. Elle dénote, par opposition aux chrétiens, les peuples païens ou gentils, qu'en langage séculier, on appellera d'abord nation ou peuple, puis, à partir du XIXe siècle, race et tribu, alors même que la science en charge de leur description s'appelle depuis la fin du XIIIe siècle ethnologie ou ethnographie. Au début du XXe siècle, ces termes sont progressivement concurrencés ou supplantés par divers néologismes, comme le français ethnie ou les termes allemands ethnicum et ethnikos. Leur apparition est concomitante avec le déplacement sémantique des substantifs jadis utilisés. Nation est désormais réservée aux États civilisés de l'Occident, peuple, en tant que sujet d'un destin historique, est trop noble pour des sauvages, du moins en français. Race, centrée maintenant sur des critères purement physiques, est trop générale. Sorte de nation au rabais, l'ethnie se définit par une somme de traits négatifs. Son émergence répond aussi aux exigences d'encadrement administratif et intellectuel de la colonisation. La nouvelle terminologie qui s'élabore permet de mettre à leur place les populations conquises, de les fractionner et de les enfermer dans des définitions territoriales et culturelles univoques. Amsel et Mbokolo, 1985-2. Nous comprenons ainsi, à partir de toutes ces explications, l'origine de la polémique au sujet de l'usage du terme ethnie au Rwanda et dans d'autres pays d'Afrique. Tandis qu'en Allemagne, dans les pays slaves et dans l'Europe du Nord, les dérivés d'ethnos mettent l'accent sur le sentiment d'appartenance à une collectivité, en France, le critère déterminant de l'ethnie est la communauté linguistique. De l'usage ancien du vocable race subsiste toutefois l'idée qu'elle constitue une essence quasiment naturelle et donc immuable. Le substantif n'existe pas en anglais. Le composé ethnic group est d'apparition récente et désigne spécifiquement une minorité culturelle. Cependant, l'expression tribe, utilisée depuis plus longtemps qu'en France, ou people, plus tard society, que l'anglais continue d'utiliser, participe bien de la même approche naturaliste et réifiante. Cette vision substantiviste, qui fait de chaque ethnie une entité discrète, dotée d'une culture, d'une langue, d'une psychologie spécifique et d'un spécialiste pour la décrire, va longtemps dominer l'anthropologie et continue jusqu'à présent de modeler son organisation institutionnelle et professionnelle. Cependant, les travaux de F. Barth, 1969, et l'écho qu'ils ont d'emblée rencontré dans la communauté scientifique témoignent de la révision critique qui s'amorce dans les années 60. Le développement d'une perspective historique en anthropologie permet d'approfondir cette critique de l'ethnie comme substance et de déplacer l'accent des processus d'autodéfinition et d'ethnogenèse vers les mécanismes d'ethnification qui leur sont chronologiquement premiers. Les africanistes notamment ont pris conscience que bien des ethnies supposées traditionnelles sont des créations coloniales issues d'un coup de force venu traduire en langage savant des stéréotypes répandus dans les populations voisines. Plus généralement, on s'est aperçu que la cristallisation d'ethnie renvoie depuis toujours à des processus de domination politique, économique ou idéologique d'un groupe sur l'autre. Aujourd'hui encore, le discours ethniste tenu par les couches dirigeantes des États néocoloniaux, comme par les médias occidentaux, sert avant tout à disqualifier des mouvements de révolte dont les enjeux n'ont en vérité rien à voir avec les pesanteurs traditionnelles rituellement invoquées. 10.3. Pour cela, faisons la part des choses. Le terme ethnie
ne désignerait en définitive qu'un certain niveau d'organisation sociale dont rien ne justifie l'exorbitant privilège épistémologique, et encore moins la réification. Ces ethnies patiemment déconstruites par les anthropologues sont devenues cependant des sujets, reprenant dans bien des cas à leur compte, soit par effet dialectique, soit parce qu'elles ne pouvaient exprimer autrement leurs revendications économiques et politiques, le discours ethniste, ou indigéniste, ou tribaliste, employé à leur endroit par les dominants. Pour de multiples raisons, accélération de l'émigration urbaine, échec des luttes de classe, avortement du processus de formation d'un prolétariat ou d'une paysannerie chargée des espérances révolutionnaires, remise en cause de certains aspects de l'idéologie nationale ou nationaliste. L'ethnicité est devenue une valeur positive d'identité. Ethnocentrisme. Rappelons une observation déjà citée. Le mot « autochtone » désigne en premier lieu qui est issu du sol même où il habite, qui est censé n'y être parvenu par immigration. Puis, en géologie, il désigne tout ce qui s'est formé sur place. Enfin, en mythologie, il désigne celui, celle ou ce qui est né de la terre. Pour cela, le contraire de l'autochtone, c'est l'étranger. Dans le cas du Rwanda qui nous intéresse en particulier, certains Hutus se revendiquent autochtones et désignent ainsi les Tutsis comme étant des étrangers. Le problème est que, dès que ces derniers ont pris le pouvoir en installant une dynastie monarchique au sommet de toutes les institutions, ils ont créé à leur tour une nouvelle idéologie communautariste dont le droit d'appartenance n'est plus le lien à la terre, mais plutôt l'adhésion au mythe fondateur du royaume, mythe dit Ibirari, ou le mythe des clans d'origine céleste. Ainsi, en tant que forme archaïque et radicale d'organisation sociopolitique, par différents mécanismes de défense, l'autochtonie et le communautarisme conduisent à l'ethnocentrisme. Introduit par W. G. Sommer en 1977, le terme ethnocentrisme désigne une attitude collective qui consiste à répudier les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles propres à une société donnée. Le barbare du monde gréco-romain, le sauvage de la civilisation occidentale, sont des figures historiquement datées, et pour ainsi dire métaphoriques, qui traduisent ce refus de la diversité culturelle et ce rejet hors de la culture, dans la nature, de celui qui n'est pas conforme aux normes de la société qui les emploie. 8. Selon le même auteur que nous citons, un tel jugement de valeur semble être universel. Pour chaque groupe social, l'humanité cesse à sa frontière linguistique, ethnique, voire de classe ou de caste. Bien souvent les peuples se nomment eux-mêmes les hommes, les belles gens, les vrais, catégorie dont l'étranger se trouve par nature exclu. L'ethnocentrisme peut engendrer l'intolérance, adhésion aveugle et exclusive à ses propres valeurs. Prendre des formes extrêmes, sinon extrémistes, religieuses, politiques, culturelles, allant jusqu'à la négation et la destruction d'autres cultures ou d'autres peuples, ethnocide, génocide, voire justifier ces entreprises par des théories pseudo-scientifiques, racisme. Toutes ces conséquences extrêmes de l'ethnocentrisme ont été observées au Rwanda et dans toute la région des Grands Lacs d'Afrique. Une autre forme d'ethnocentrisme, plus subtile et atténuée, a consisté à reconnaître la diversité culturelle dès lors qu'elle était hiérarchisée, soit logiquement, mentalité prélogique, soit ontologiquement, primitivisme, soit encore historiquement, stade de civilisation, soit enfin rhétoriquement, société appelée à disparaître. C'est ce point de vue que reprirent les sciences humaines naissantes au XIXe siècle, qui rattachèrent la diversité culturelle aux étapes d'un développement social uniforme, comparable aux âges de la vie. C'était faire peu de cas de l'histoire humaine et du processus d'hominisation. Les primitifs actuels ne sont ni de grands enfants attardés hors du temps, ni des témoins vivants des temps préhistoriques, appelés à devenir adultes, matures, en s'intégrant à la civilisation occidentale.
le préjugé ethnocentrique avait fait place à la norme scientifique ethnocentriste, comme chez L. H. Morgan, E. B. Taylor, H. Spencer, J. G. Fraser, ou N. Lévi-Prühl, au point de devenir, par un curieux renversement, l'un des principes de base de la démarche ethnographique, qui postule que toute culture peut être comprise et analysée par un étranger à cette culture. Cette observation explique ce qui se passe en Afrique, depuis le début de l'ère coloniale jusqu'à nos jours, et en particulier au Rwanda. 1. Sebunumade, communautarisme et autochtonie, du cas du Rwanda à l'universel, ici les Moulineaux, édition Umuzozo, 2013. 2. Taylor A.C., article Ethnie, in Bontépé et Isardem, sous la direction de 1991, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, Paris, PUF, 2004, par 242. 3. Ibid, par 243. 4. Ibid. 5. Ray A., le grand Robert de la langue française, Paris, Dictionnaire Le Robert, 2001, par 1028. 6. Ibid. 7. Renard Kazevitz, FM, article Ethnocentrisme, in Bontépé et Isardem, sous la direction de 1991, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, Opsite, par 247. 8. Ibid.